Vous connaissez peut-être le musée de Cluny à Paris, consacré au Moyen-Âge. J'ai déjà fait de nombreux épisodes en partenariat avec eux. Eh bien, je vous conseille d'écouter leur nouveau podcast, Failles temporelles en série, une fiction sonore sur l'histoire exceptionnelle du musée, à retrouver sur le site du musée de Cluny et sur toutes les applications de podcast. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En général, on dit que c'est d'une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois de jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 51, Lucas et la justice à Reims, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'histoire religieuse, mais pas que. Si vous aviez écouté l'épisode 49, vous savez ce que c'est un chanoine et une collégiale. Bon, si vous l'avez pas encore écouté, c'est pas grave, on va quand même tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, en fait, au lieu de parler des chanoines et des collégiales de Bretagne, nous allons nous concentrer sur une ville en particulier, Reims. Et le tout sous un angle un peu particulier. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Lucas Flandre. Bonjour et bienvenue Lucas. Bonjour Fanny. Lucas, donc tu as soutenu en 2018 un mémoire à l'université de Reims-Champagne-Ardenne sous la direction de Véronique Bolland-Barrot qui portait sur la justice du chapitre de la cathédrale de Reims au XIIIe et XVe siècle. Et surtout, depuis septembre 2020, tu fais une thèse sur le réseau documentaire du chapitre cathédrale de Reims, 13e, 18e. Bon, en fait, tu vas resserrer après, mais là, 13e, 18e, c'est large. Et j'aime bien ton titre, Défendre, gérer, se souvenir. C'est beau, c'est beau. Et donc, tu es toujours sous la direction de Véronique Bolland-Barrot, mais aussi sous la direction de Paul Bertrand, que je salue, que j'avais croisé dans mes études auparavant. Donc, avec toi, Lucas, nous allons parler de Reims, de sa vie religieuse, mais surtout de sa justice. Alors, pour commencer, Lucas, déjà une petite question un petit peu générale. Qu'est-ce qui te plaît dans l'histoire médiévale et pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer dans l'étude de cette période ? Alors, je suis pas du tout tombée dans la marmite de l'histoire médiévale depuis que je suis petit. J'ai découvert en fait l'histoire médiévale assez tard, après mon cursus en classe prépa, quand je suis arrivée en 3e année de licence, où là, contrairement à la prépa, où c'est des programmes très ciblés, et puis il y a d'autres matières que l'histoire, j'avais des cours d'histoire médiévale, notamment sur Reims, sur la Champagne. Tu habitais déjà à Reims à l'époque ? Oui, voilà, je faisais mes études à Reims et en plus je suis originaire des Ardennes à côté de Reims, donc j'ai un certain tropisme pour Reims. Et là, j'ai vraiment été fascinée parce que tous les clichés que je pouvais un peu avoir de cette période, c'était pas du tout ça, c'était une période très complexe. Tu pensais que c'était quoi ? Enfin, t'avais quoi comme cliché à l'époque ? J'avais quelque chose de désordonné, sans règles, sans normes, et j'ai découvert qu'il y avait vraiment une vraie société, des règles, une effervescence culturelle, et ça m'a fascinée. Et à partir de ces découvertes, pourquoi est-ce que tu as voulu étudier la justice à Reims ? C'est un sujet qui n'allait vraiment pas de soi. À la fin de la L3, il fallait se décider pour un sujet de mémoire de master. Donc je suis allé voir Véronique Bolland-Barrot, qui faisait en fait les cours avec Patrick Demuy d'histoire régionale, donc sur Reims et la Champagne. Et je lui dis, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé les cours et je voudrais faire un master d'histoire médiévale. Elle m'a posé un certain nombre de questions et parmi mes intérêts, c'était le fait que je voulais travailler sur des documents d'époque, sur des archives, et un sujet plutôt politique et social. Et c'est là qu'elle m'a proposé ce sujet de la justice, en fait, qui croisait la politique et le social. Et ça n'avait pas été trop étudié avant ? Alors, la justice en tant que telle à Reims, il y avait eu un certain nombre de masters sur la justice à Reims, notamment sur la justice exercée par l'archevêque, mais le chapitre, pas du tout. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, avant qu'on rentre spécifiquement dans le sujet donc, du chapitre, de la justice et tout ça, déjà, est-ce que tu peux nous raconter Reims, 13e, 16e siècle ? Quel est le contexte historique à l'époque et aussi à quoi ressemblait Reims à l'époque par rapport à aujourd'hui ? Alors Reims, au Moyen-Âge, se situe donc dans la Champagne.
Elle est à proximité de régions particulièrement dynamiques sur le plan commercial, ce qui a été très utile pour son développement. Elle est par exemple à 130 km à vol d'oiseau de Paris. Au Moyen-Âge, c'est une ville qui est relativement peuplée pour l'époque, puisqu'on estime qu'en 1300, il y a environ 20 000 à 30 000 habitants. Oui, quand même. Les choses se gâtent un petit peu ensuite, puisqu'il y a la peste noire qui arrive en 1348, et on estime que vers 1400, la population retombe à 10 000 habitants. Ah ouais, c'est énorme comme effet. Alors au Moyen-Âge, la ville de Reims est entourée d'une enceinte délimitée par des portes et qui fait l'objet depuis le XIVe siècle d'un certain nombre de réflexions parce qu'on est dans le contexte de la guerre de Cent Ans et qu'il faut protéger la ville. Comparé à aujourd'hui, la ville a un aspect assez rural en fait, avec des faibles densités. Il y a des endroits qui sont vraiment ruraux dans la ville, comme par exemple au niveau de la rivière, de la Vesle, et qui est dû en fait à la présence d'un certain nombre d'abbayes, les abbayes de Saint-Rémy, les abbayes de Sainte-Nicaise, qui en fait avaient aussi des jardins. Le cœur économique et politique de la ville, c'est vraiment autour de la cathédrale, puisqu'en fait la cathédrale structure la partie antique de la ville, qu'on appelle la cité, qui est donc tout ce centre de Reims. En plus de cela, il y a aussi des activités artisanales à Reims, alors qui se spécialisent dans certaines rues. Par exemple, les bouchers, ils se situent au niveau du nord, dans les paroisses de Saint-Symphorien, c'est au nord de la cathédrale. Et il faut imaginer en plus, il y a quand même certains désagréments au quotidien dans la ville, puisque la ville elle n'est pas du tout pavée par exemple, donc quand il pleut, ça provoque de la boue. Et puis toutes ces activités artisanales, comme l'activité des bouchers, eh bien ça crée des désagréments qu'on peut facilement comprendre, je pense. Et progressivement, à partir du XIVe siècle, on va essayer justement de prendre des mesures d'hygiène pour un peu améliorer tout ça. Donc on va se lancer dans un pavage des rues, enfin des rues principales en tout cas. Et également, on va essayer de restreindre le dépôt des ordures, etc. Elle est surtout très connue pour le sacre, qui lui confère une importance symbolique assez magistrale, et pour ses relations en fait de bonne entente avec le roi du fait de ce sacre. Sur le plan politique de la ville de Reims depuis le XIe siècle, c'est un archevêque, duc et premier père ecclésiastique du royaume, et donc c'est le principal seigneur de la ville, mais dans les faits, il doit composer avec d'autres seigneurs qui ont eux aussi dans la ville et sur des portions de cette ville une autorité. Ce sont son chapitre et d'autres abbayes. Et c'est en fait rare qu'un archevêque soit à la tête d'une ville ou c'est plutôt commun? Alors c'est pas forcément rare, mais là dans le cas de Reims, qui est assez spécifique, c'est qu'avant le XIe c'est un comte aux mains de la ville, et à partir du XIe, à la suite de vicissitudes politiques, le comte vend ses droits sur la ville de Reims à l'archevêque. Mais du coup, comment cet archevêque fait pour transmettre son statut? Parce que normalement, quand on est seigneur, ça se transmet de père en fils. Là, ça se transmet d'archevêque en archevêque? Alors pas du tout, en fait, c'est le chapitre. Peut-être définir un petit peu ce que c'est que le chapitre. Donc le chapitre, c'est un collège de 72 ecclésiastiques qui l'entourent et qui l'aident en fait au quotidien, qui l'épaulent dans le gouvernement du diocèse. Et c'est ce chapitre, donc ces chanoines, ces 72 chanoines, qui élisent et qui choisissent l'archevêque. Et un archevêque, on en choisit un autre quand le précédent est mort? Voilà, dès que l'archevêque est mort, il faut en choisir un autre. Alors des fois, il y a des périodes de latence où il n'y a pas d'archevêque. C'est ce qu'on appelle la vacance du siège archiépiscopal. Et 72 personnes pour un chapitre, c'est énorme, non? Oui, c'est assez énorme, puisque par exemple, les autres chapitres cathédraux, donc les autres chanoines cathédraux, dans le sud, on est peut-être vers 40 personnes, mais c'est pas le record. Le record, c'est la ville de Laon, où là, il y a 82 chanoines. Et alors, au sein de cette ville de Reims, quelle est la place de ce chapitre? Quel est en fait le rôle de ce chapitre et de la cathédrale au sein de la ville? Alors la cathédrale au sein de la ville, elle est située au centre et elle comprend tout un espace qu'on appelle le quartier canonial, du nom de chanoine justement. Donc sur cet espace, il y a le palais de l'archevêque, qu'on appelle le palais archiépiscopal. En ce moment, c'est le palais du Tau. Et un certain nombre de bâtiments qui sont destinés justement aux chanoines. Surtout, ce qui est très important, c'est qu'en fait, ces chanoines, en plus d'épauler au quotidien l'archevêque dans le gouvernement du diocèse, ils ont eux-mêmes un pouvoir seigneurial, c'est-à-dire qu'ils ont une autorité sur toute une partie de la ville de Reims. Donc dans ce quartier canonial que j'ai décrit, donc autour de la cathédrale, qu'on appelle le cloître en fait, qui est un espace fermé par des enceintes la nuit, mais aussi sur d'autres parties de la ville, dans des quartiers, des bourgs de la couture par exemple, et dans des quartiers au sein même de l'espace où l'archevêque a une autorité. Donc dans les faits, en fait, l'archevêque, il doit vraiment composer au quotidien avec d'autres seigneurs, dont son propre chapitre, pour composer dans son gouvernement, en fait, de la ville. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme autre seigneur au sein de Reims?
Alors, il y a 2 abbayes bien connues, les abbayes de Saint-Rémy et de Sainte-Nicaise, qui, là, l'abbé a tout pouvoir, toute juridiction, on dit au Moyen-Âge, sur l'espace qui les entoure. Et on n'a pas du tout de laïcs? Ou là, parce que tu nous as dit les abbayes, l'archevêque, Alors, et non. les laïcs là-dedans? Non, c'est une des particularités justement de Reims, c'est que c'est une ville avant tout ecclésiastique. Et à partir du moment où au XIe siècle, le comte vend en fait le comté de Reims à l'archevêque, c'est vraiment une ville ecclésiastique. Mais ils dépendent quand même de la Champagne. Enfin, il y a Oui. une autorité au-dessus de la Champagne. Eh bien, ils dépendent du roi, mais en ce qui concerne, la ville, et puis la province ecclésiastique aussi, puisqu'il n'y a pas que la ville de Reims, l'archevêque a aussi un pouvoir sur la province ecclésiastique de Reims, donc c'est-à-dire 11 diocèses à peu près, donc ce qui est quand même assez conséquent. Bien, c'est lui le chef en fait. Et à Reims, on a commencé à le dire, il y a une particularité, c'est que ce chapitre cathédral s'occupe de la justice de la ville. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est particulier cette situation? Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, comme les chanoines, donc en collège appelés chapitres, ont un pouvoir seigneurial, c'est-à-dire qu'ils sont seigneurs sur une partie de la ville, eh bien à ce titre, ils exercent la justice, qu'elle soit ce qu'on appelle la justice haute, c'est-à-dire les crimes les plus graves, moyenne ou basse, c'est-à-dire les délits fonciers. Et cette situation, est-ce qu'elle est courante en France? Est-ce qu'on la retrouve ailleurs? Oui, c'est assez courant. Par exemple, à Paris, le chapitre cathédral de Paris exerce lui aussi un pouvoir de juridiction, notamment autour de la cathédrale au niveau du cloître. Alors rentrons un petit peu plus dans le sujet avec toi, Lucas. Raconte-nous comment était organisée la justice à Reims à l'époque que tu as étudiée. Alors à l'époque que j'étudie, donc 13e, 15e siècle, la justice, comme cette fragmentation politique que j'ai évoquée tout à l'heure, donc cet ensemble de seigneurs, eh bien la justice c'est la même chose, elle est fragmentée puisque chaque seigneur, donc la particularité de Reims c'est que ce sont à chaque fois des institutions ecclésiastiques, chaque seigneur exerce un pouvoir de justice sur le territoire auquel il a autorité. Donc l'archevêque, lui, c'est le principal seigneur justicier, il exerce son pouvoir sur l'essentiel de la ville. Le chapitre l'exerce dans des parcelles, comme j'ai décrit, donc autour de cloîtres, dans les bourgs de Vesle par exemple, et de Saint-Martin, et puis dans certains quartiers du territoire de l'archevêque, et puis les abbayes. Alors, ce qu'il faut un peu distinguer pour cette organisation de la justice, c'est distinguer l'archevêque, qui a à la fois des officiers qu'on appelle le bailli et le prévôt, qui sont en fait les juges, mais il a aussi une assemblée d'habitants, donc une assemblée de bourgeois de Reims. Au Moyen-Âge, on appelle les bourgeois non pas des gens aisés, mais des gens qui vivent dans la ville, en fait. C'est un statut juridique. En référence au bourg, en fait. Voilà, exactement. Et donc, cette assemblée qu'on appelle les échevins, ils ont depuis toujours, en fait, un rôle de conseil dans les jugements et le rendu de la justice. Donc, un bourgeois de Reims, du territoire de l'archevêque, il peut très bien choisir d'être jugé par ses échevins. Sauf en cas de flagrant délit, où là, c'est les juges de l'archevêque qui sont compétents. En ce qui concerne ensuite le chapitre, donc là qui a fait vraiment l'objet de mes recherches de master, les chanoines ne rendent pas directement eux-mêmes la justice, ils ont d'autres préoccupations dans la vie. Ils ont des personnels professionnels, donc qu'on appelle le bailli, c'est-à-dire le juge. Et ce juge, il est aidé par 2 chanoines qu'on appelle les chanoines sénéchaux. Et donc, ça forme la cour du chapitre, c'est-à-dire l'auditoire, le tribunal, et tout cet espace judiciaire, il s'ancre dans un espace précis à Reims. C'est dans la cour du chapitre, c'est-à-dire au niveau du cloître, au niveau de la cathédrale. En plein air? En plein air. La justice était en plein air? Il y a des bâtiments, donc il y a une grande cour. La cour abrite non seulement des bâtiments nécessaires à la vie courante, comme le réfectoire, etc., mais aussi l'auditoire, les prisons, et le pilori, ce qui est très important. Donc le pilori, c'est ce poteau auquel on accroche certains condamnés. Et c'est très important, le pilori, et surtout qu'il se trouve ici, dans le centre de Reims, puisque c'est le symbole de la justice et de la puissance judiciaire du chapitre. Donc ça, cette image qu'on a du Moyen-Âge parfois, donc des hommes ou des femmes qui sont accrochés à des bouts de bois comme ça et à qui on jette des tomates, c'est une vraie image qu'on a. Ah oui, c'est une vraie image. D'ailleurs, l'expression mettre au pilori vient de là. Donc il y a vraiment un pilori où sont exposés certains condamnés. Et c'est une peine en soi.
Et tu nous l'as dit, donc la justice est répartie donc entre l'archevêque, entre les 2 abbayes, mais donc est-ce qu'il y a une forme de concurrence ou est-ce que ça relève juste géographiquement? Un crime qui est commis là, il relève de telle personne et il n'y a pas de qui va traiter ce cas? Alors s'il y a véritablement une concurrence, parce qu'en fait la justice au Moyen-Âge est vraiment le symbole de l'affirmation du Seigneur. Enfin, c'est un symbole qu'on pourrait dire politique. Et en plus, il ne faut jamais oublier qu'au Moyen-Âge, la justice est avant tout une affaire de gros sous. La justice rapporte au Seigneur. Donc, il y a forcément une concurrence. Et ce d'autant plus, puisque, comme je l'ai évoqué, par exemple, les conflits les plus nombreux sont entre l'archevêque et son chapitre, puisque la particularité de l'espace sur lequel le chapitre a autorité, c'est qu'il est morcelé au niveau de Reims et qu'il comprend des parties au niveau du territoire de l'archevêque. Suivant la rue sur laquelle vous vous situez, si vous traversez la rue, vous dépendez d'un autre seigneur justicier. Donc, ça peut conduire à des sortes de combines de la part des justiciables qui, après un délit commis, vont traverser la rue en espérant échapper à la justice de leur premier seigneur. Cette idée de concurrence est particulièrement visible puisqu'en fait, l'archevêque et le chapitre sont en continuel conflit durant la période. Ils portent cela en procès devant, dans un premier temps, le pape et ensuite la justice royale, Carrément c'est-à-dire le pape? Oui, le pape est en fait l'arbitre parce que quand le chapitre ou l'archevêque accuse l'un ou l'autre d'avoir arrêté injustement un de leurs justiciables, il faut bien que quelqu'un les départage. Donc l'affaire est portée en procès devant le pape qui est l'arbitre légitime puisque nous sommes dans l'Église. Et puis ensuite, ce qui est très intéressant justement, c'est que de plus en plus, à partir du XIVe siècle, c'est le roi, avec l'institution du Parlement à Paris, qui tranche les litiges. Donc là, on voit un déplacement de l'autorité, la Oui. plus grosse autorité en fait. C'est très important et c'est très significatif. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais le pape, il devait pas en avoir marre à la fin de traiter tous les conflits entre... Parce que là, on parle que de Reims, mais ça devait avoir lieu dans tout le royaume de France et tout le reste de l'Europe, ça. Oui, alors quand je dis que c'est mener ces procès devant le pape, c'est pas devant le pape Oui, en personne, bien bien sûr. sûr. Il désigne des arbitres en fait, et qui sont des arbitres ecclésiastiques le plus souvent, d'endroits proches de Reims. Donc il désigne des arbitres, et c'est ces arbitres, par exemple l'évêque de Châlons, etc., qui vont trancher les litiges. Puis après, il y a toute une bureaucratie, mais en même temps, ça affirme le rôle du pape, en fait, de toujours avoir recours à lui. Ça affirme son autorité comme premier père de l'Église. Bah oui. Et à Reims, tu nous as dit la justice était rendue donc dans un espace précis. Donc là où il y a ce pilori, c'est ça? Oui, alors là, j'ai parlé de ce que je connais particulièrement, c'est-à-dire pour le chapitre, au niveau donc du cloître. Après, l'archevêque, lui, sa justice est rendue plutôt au niveau de son château, qui se situe au niveau de la Porte-Mars. On appelle le château de la Porte-Mars. Ça existe encore aujourd'hui ou pas? Il y a toujours la porte, mais y a ça plus le n'existe château? pas. Non. Pareil pour le cloître et les bâtiments du chapitre. Il existe toujours la porte du chapitre au niveau de Reims, c'est au niveau de la rue Carnot. Il y a toujours la belle porte donc de ce mur qui a entouré le cloître, mais tout a disparu. Il reste juste un bâtiment qui est la maison du trésorier, c'est-à-dire un membre du chapitre qui était, comme son nom l'indique, particulièrement en charge des revenus et du trésor des chanoines. C'est symbolique qu'on ait gardé juste les portes de ces monuments, non? C'est intéressant. Oui, c'est intéressant, mais après, le fait que ça soit détruit, ça c'est lié au ravage, notamment de la Première Guerre mondiale et des bombardements de la cathédrale, où là, tout a disparu. Oui, je me demandais si c'était en rapport avec la nature des lieux, mais non, c'est la guerre, là, il n'y a pas eu forcément Oui, je pense que c'est un peu les aléas de l'histoire. Et quels étaient les types d'affaires les plus courants? Alors là, je vais peut-être un peu décevoir les auditeurs. Quoi? Les crimes qu'on pourrait croire les plus graves ou les peines les plus lourdes, comme les peines de mort, sont extrêmement rares en fait. C'est essentiellement des crimes comme des vols, ça c'est très courant. On a quelques affaires un petit peu particulières, des affaires de détournement de fonds par exemple. Déjà à l'époque? Oui, déjà à l'époque. Il y a notamment un sergent du chapitre, donc c'est-à-dire un employé du chapitre, qui était chargé de percevoir ce qu'on appelle la taille, c'est-à-dire un impôt pour le sacre au XIVe siècle. Et il détourne en fait à son profit, et donc il est jugé, et ce qui est d'autant plus grave à Reims, quand on sait la symbolique du sacre. Et les sacres, il y en a 2-3 par siècle maximum. Oui, c'est pas très courant, mais là c'est vraiment, en tout cas très grave symboliquement, je pense. Et quelle était la peine la plus courante? La peine la plus courante n'est pas, comme on pourrait le croire, la peine de mort, mais c'est la peine de prison, en fait. Soit de manière préventive, pour éviter que le prisonnier s'échappe, soit comme peine en elle-même. Alors là, ça équivaut quand même un petit peu à une peine de mort, quand on sait les conditions de détention, enfin de prison du Moyen-Âge.
mais c'est la prison qui est le plus... ou l'amende. D'ailleurs, j'en profite pour faire une référence aussi à l'épisode 38 de ce podcast qu'on a fait sur les rituels d'exécution au Moyen-Âge, où effectivement, donc, on avait Elena qui nous parlait de ça, qui nous disait que la peine de mort était finalement assez rare à l'époque. Tu confirmes, oui? Oui, je confirme, et c'est ce que avait notamment montré Claude Govard dans ses travaux, c'est que la peine de mort est très rare, on préfère la grâce, et puis dans le cas de Reims, c'est vraiment les peines de prison et d'amende. Et dans les archives, j'imagine que tu as dû tomber un peu sur des affaires de justice un peu spéciales ou originales. Est-ce que tu aurais quelques exemples à nous raconter? Effectivement, j'ai 2 ou 3 affaires dans les archives qui peuvent un peu sortir du lot et qui m'avaient particulièrement fait rire. Ça concerne donc un justiciable du chapitre qui s'appelle Jean d'Enfal, qui a notamment été analysé par Julien Briand dans un article. Jean d'Enfal est un drapier, donc un artisan, et il est arrêté par le bailli, le juge du chapitre, pour plusieurs méfaits. On l'accuse notamment, à l'occasion d'une sortie arrosée à la taverne, d'avoir voulu battre le tavernier, enfin le gérant de la taverne, puisque celui-ci essayait de séparer Jean d'Enfal et un autre qui était en train de se battre. Ça, c'est le premier méfait, parce qu'il y en a plein, hein. On l'accuse d'énormément de choses. Donc à la suite de ça, Jean d'Enfal et ses compagnons, au lieu de rentrer sagement chez eux, puisqu'ils sont mis à la porte de la taverne, ils décident d'aller jusque chez l'aubergiste pour se venger en fait de lui. Sauf qu'ils ne le trouvent pas parce qu'il n'est pas chez lui. Donc comme ils sont un peu pris d'alcool, ils vont dans la maison d'à côté. À tel point que, et là l'extrait est très drôle, puisque l'extrait stipule que les 2 époux qui se trouvaient dans cette maison sont obligés de s'enfuir par la fenêtre et presque tout nus. Donc, et voilà, ils continuent comme ça leur course, ils endommagent un certain nombre de portes de maison, et on l'accuse aussi, fait un peu plus grave là bien sûr, d'avoir tenté de violer sa servante à plusieurs reprises. Tout ça la même soirée? Non, en fait, d'accord. pour un peu contextualiser, le document d'archives dont j'ai eu accès, c'est en fait un document qui vient d'une procédure d'appel, c'est-à-dire que Jean d'Enfal a fait appel de la décision de son premier juge, ce qu'il a considéré comme injustifié, devant la justice du roi. Et donc là, à l'occasion de cet appel, Jean d'Enfal et le juge qui l'a jugé comparaissent, et ils essayent l'un et l'autre de justifier leur cause, l'un en essayant de montrer que la peine est injustifiée, et puis l'autre en essayant de montrer que tout a été fait dans les règles. C'est comme ça que je sais en fait toute cette histoire, puisque du coup ça laisse place au récit et à un résumé. Et est-ce que tu sais quelle a été la décision finale? Alors, on n'a malheureusement pas accès à la décision finale de chez Final, mais on sait qu'en tout cas, il a été dérouté de l'appel. Donc, il a été renvoyé. On a considéré que l'appel n'était pas valable et il a été renvoyé devant son premier juge. Mais je ne sais pas à quoi il a été condamné. C'est dommage. Déjà, on peut dire qu'on pense qu'il a été condamné. Oui, oui. Son appel. Et qu'est-ce que l'étude de la justice permet de savoir sur la société médiévale, en tout cas sur Reims à l'époque médiévale? Alors, d'un point de vue général, en fait, l'étude de la justice, ça permet de se départir d'un certain nombre de préjugés qu'on peut avoir sur la société médiévale, donc qui serait une société très violente, sans règles, sans normes. Les travaux de Claude Govard l'ont bien montré. C'est tout le contraire, en fait. La violence n'est pas absolument quelque chose de spontané ni gratuit au Moyen-Âge. C'est quelque chose de très codifié, de très normé. Et elle a mis en avant, justement, pour expliquer cette norme et cette codification, le concept d'honneur. C'est-à-dire que l'homicide, justement, quand il advient, c'est quand l'honneur est en jeu. Donc justement, l'étude de la justice, et c'est ce que j'ai essayé un peu de montrer ici en détaillant tout le personnel judiciaire, etc., c'était quelque chose de très normé et que c'était pas une violence gratuite et que c'était pas à chaque fois des exécutions sommaires et des peines particulièrement violentes. Et pour Reims, ce qui est très important, c'est que comme j'ai dit que la justice est avant tout un outil de l'affirmation des seigneurs, ça permet en fait, le détour par la justice, de mettre un pied dans le jeu politique local et de voir comment la justice est aussi une manière de concurrence politique entre les seigneurs. Ah oui, c'est vraiment intéressant d'avoir cet angle-là. Voilà, ça permet d'avoir un angle social et d'avoir un angle politique. C'est très important. Alors Lucas, avant qu'on parle de ta thèse, déjà, on parle encore un petit peu de ton mémoire que tu as consacré donc surtout à la justice. Raconte-nous un peu comment tu t'y es pris niveau méthode. Et tu as commencé à nous le dire un petit peu tout à l'heure, c'est en fait un petit peu compliqué niveau archives.
Oui, c'est très compliqué niveau archives et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle la justice du chapitre a été très peu étudiée, voire pas du tout. C'est que les archives disponibles pour traiter ce sujet ne sont pas des sources directes, ce sont des sources indirectes, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, comme ça peut être le cas pour la justice exercée par l'archevêque, des registres de justice ou des documents sur lesquels ça serait marqué « un tel a comparu tel jour, il a été condamné à telle peine pour tel crime ». Non, ça n'existe pas. Les seules sources à notre disposition, justement, c'est les pièces de procès, de conflits entre l'archevêque et le chapitre. Et comment ça se fait qu'on n'a pas les registres de justice à Reims? C'est particulier ou c'est normal? Alors, c'est une bonne question. Probablement qu'ils ont été perdus avec le temps. On a parfois, dans les articles qu'ont écrit les historiens à la fin du 19e, moi je sais que j'avais déjà eu ça, une référence à une pièce d'archive, mais qui en fait n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle a été détruite pendant une des Premières ou Seconde Guerre mondiale. Peut-être que là ce serait le cas avec Reims, ou tu sais pas du tout? En tout cas, dans ce que j'ai pu consulter du 19e, ils ne font même pas mention justement de registres de plaide et donc de documents directs de cette justice. Donc c'est que probablement c'était déjà perdu au 19e. Et donc, les seuls documents que j'avais à ma disposition, voilà, c'était ce qu'on appelle des transactions, c'est-à-dire des pièces qui émanent de procès et de conflits entre l'archevêque et le chapitre, ou bien dans lesquelles l'archevêque se plaint que le chapitre a arrêté injustement un de ses justiciables, ou inversement, c'est souvent le chapitre qui se plaint. Et donc, il fallait que dans ces documents très sommaires, puisque du coup, plein de documents ne mentionnent jamais de crime ou de peine ou à demi-mot, j'ai un nom, etc., puisque l'important, c'est la résolution du procès et des litiges entre les deux. Il fallait que dans cette masse, je trouve plein d'indications sur le personnel judiciaire, sur le profil de ces personnels, leur grade, leur formation. C'était très compliqué et il y a quantité de choses, du coup, qu'on continue à ignorer. Et donc, pour trouver toutes ces archives, tu es allé ailleurs qu'à Reims? Non, en fait, tous les archives sont conservées à Reims, aux archives départementales, dans le fond du chapitre. Mais même, par exemple, là, tu nous as parlé tout à l'heure de la justice royale. Ça, c'est conservé à Reims aussi, ou tu as dû aller plutôt dans les archives à Paris? Quand on parle de la justice royale, c'est donc les affaires qui sont portées entre l'archevêque et le chapitre, donc les conflits, qu'on appelle les conflits de juridiction qui sont portés devant le roi. Et en fait, ces pièces sont conservées par le chapitre. C'est-à-dire que les décisions du roi, donc les sentences arbitrales royales qui émanent du Parlement, sont conservées directement par le chapitre parce que justement, ça va leur servir ensuite de preuve de leurs droits, en fait. Parce qu'un gros enjeu du chapitre, entre le XIIIe et le XVe, XVIe siècle, c'est qu'au XIIIe siècle, ces droits de justice sont continuellement contestés, qui sont fragiles, et il arrive au XVe siècle, à force de la résolution des procès et des conflits, à faire d'un simple état de fait au départ quelque chose qu'il présente comme acquis en disant on peut présenter nos chartes anciennes, nos coutumes qui attestent de nos droits de justice, de nos prérogatives, etc. Donc tout ça est bien conservé, puisque ça avait une vraie utilité. On voit, oui, la puissance de l'écrit, en fait, dans la fin du Moyen-Âge, où vraiment l'écrit sert de preuve. Alors que pourtant, il n'y a pas tout le monde qui sait lire, et loin de là. C'est ça, tout à fait. Donc on garde ces chartes anciennes qui sont commentées continuellement dans les procès et les transactions futures, où on y fait référence. Et comme ça crée une sorte de corpus de droit, en fait, du chapitre, facilement mobilisable dans les procès, puisque vraiment, les procès entre l'archevêque et le chapitre concernant la justice, mais pas seulement d'ailleurs, c'est vraiment omniprésent. Entre le XIIIe et le XVe siècle, j'ai recensé à peu près 70 affaires de procès. Donc, et ça concerne tous les archevêques. Donc tous les archevêques qui arrivent au ministère d'archevêque sont confrontés au conflit. Il n'y en a pas un ou deux qui étaient particulièrement embêtants avec le chapitre, ou ça va, ils étaient tous assez constants? C'est un peu une constance. Après, vers le XVe siècle, on a un archevêque, Pierre de Laval, qui là conteste et accuse notamment, mais c'est vraiment des choses qui étaient déjà le cas avant, hein, mais il réaccuse le chapitre vraiment d'une justice laxiste. Ça, c'est un thème très courant, c'est qu'on accuse les chanoines d'exercer une justice laxiste, désordonnée, et d'être un facteur de trouble à l'ordre public. Mais c'est une rhétorique pour essayer. C'est sous-entendu que moi, je sais rendre une meilleure justice que les chanoines. Voilà, c'est ça. Mais c'est à lire vraiment dans une rhétorique conflictuelle où le but, c'est d'avoir gain de cause. Puisque comme là, j'ai essayé de le montrer dans cet épisode, au contraire, la justice exercée par les chanoines est tout sauf laxiste. Il y a vraiment un personnel, une rationalité. Ouais, donc là, c'est vraiment juste pour générer le conflit, quoi. Oui, c'est ça, et puis en même temps, pour essayer de réaffirmer ses propres droits, parce que derrière, c'est ses droits à lui de justice, et donc son pouvoir, comme vraiment la justice, c'est un élément fondamental du pouvoir qu'on pourrait dire politique, enfin du pouvoir seigneurial,
c'est très important pour lui d'affirmer ses droits, surtout que le chapitre, à chaque fois, il a tendance un petit peu à grappiller des droits progressivement au fil des transactions, des droits, des prérogatives, en fait. Donc voilà, c'est vraiment un jeu, c'est très intéressant puisque le chapitre a vraiment, dans le cadre de Reims, mais ça ne concerne pas que Reims, a vraiment une place un peu ambiguë parce qu'à la base, il dépend et il existe que par l'archevêque, puisqu'on a vu que c'était sa cour, enfin en tout cas, il épaule au gouvernement du diocèse, mais progressivement, ils essayent vraiment de s'affirmer comme un seigneur et comme indépendant. Donc là, ils sont pris dans un paradoxe peu particulier. Ils sont liés et on ne peut pas les détacher. On ne peut pas les détacher puisqu'ils existent que par l'archevêque, mais en même temps, ils veulent vraiment s'affirmer comme indépendants. Donc c'est ce qui crée des conflits vraiment omniprésents et qui continuent à la période moderne. Vous n'étiez pas censé donner la justice, vous, aujourd'hui? Oui. Eh bien, qu'est-ce que vous foutez là? C'est fini. À 1h de l'après-midi, c'est fini. Moi, je vois que vous avez encore fait dans la dentelle. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, c'est tout. Attention, hein, si vous avez encore pendu tout le monde, je me fous en rogne, moi. Hein. J'ai pendu personne. Tiens, non. Par quel prodige? Le prodige que c'est vous qui me l'avez demandé, déjà. Et puis c'est comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas matière. Bah, vous jugiez pas l'autre, là? Quel autre? L'autre. Vous avez chopé, en train de piquer des porcs sur le marché. Si. Et vous l'avez pas pendu, celui-là? Non. 2 semaines de cachot. Lucas, on l'a vu, dans ton mémoire, tu as surtout étudié la justice, donc à Reims. Et maintenant, tu es en thèse et tu t'es lancé, en fait, moi je trouve, dans une véritable épopée archivistique dans cette thèse. Qu'est-ce que tu veux y montrer? Oui, j'aime bien le terme d'épopée un peu archivistique parce que c'est quand même un peu ça. Cette thèse est partie d'un constat à la fin de mon mémoire de master. Je me suis rendu compte que tous les documents que j'étudiais et dont j'ai parlé, qui constituaient pour le master vraiment la base du corpus, donc tous ces documents de conflit entre l'archevêque et le chapitre, donc des documents très lacunaires sur l'exercice de la justice, biaisés, indirects, je me suis rendu compte que tous ces documents étaient à maintes reprises copiés, recopiés, en multiples exemplaires, conservés dans des codex, donc c'est-à-dire des sortes de livres, et analysés, soulignés, commentés, et ce, même jusqu'à la période moderne, jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc je me suis dit, finalement, ces documents avaient donc en tant que tels un projet. Si on prenait la peine de les recopier, de les commenter au fil des siècles, c'est qu'ils avaient donc bien à l'époque une utilité. Et ce n'était pas juste un réservoir d'informations pour les historiens contemporains. Et donc du coup, ce que je veux montrer dans ma thèse, c'est justement essayer de comprendre l'utilité de ces documents, donc de ces documents écrits, en prenant toutes les pièces conservées dans le fond du chapitre, et d'essayer de montrer quelle pouvait être l'utilité, la fonction, le but de ces documents, et en quoi ils permettaient justement d'être un outil d'affirmation des droits et de l'institution du chapitre. Ça fait que tu travailles sur combien de pièces d'archives? Est-ce qu'on peut quantifier ça? Alors justement, là j'essaye un peu de quantifier les choses. Alors le plus concret déjà, c'est ces sortes de codex qu'on appelle cartulaires, c'est-à-dire recueil de chartes, de copies de chartes. Mais pour le chapitre, les choses elles sont un peu plus complexes parce que justement, ils n'ont pas trop la forme d'un cartulaire. Donc il y a 7 codex qui contiennent à chaque fois des copies de chartes. Et tout ceci fait quand même près de 1700 folios. Donc c'est donc assez 1700 conséquent. pages, quoi, c'est ça. Voilà, 1700 pages, recto verso, bien sûr. Et en plus de ça, il faut quand même étudier les originaux pour justement voir quels sont les originaux qui ont été le plus copiés. Et ça va donner des indications sur la fonction, en fait, de ce réseau de documents. Voir si dans la copie, il n'y a pas des choses qui n'étaient pas dans l'original, etc. Donc, pour vraiment faire un travail correct et pas déconnecté, il faut en plus de ces cartulaires, considérer toutes les autres pièces du fond, avec plus ou moins de détails, mais les autres pièces du fond, c'est pareil, j'ai évalué à peu près 1500, 1600 documents, avec des documents de 5 mètres. De quoi? De 5 mètres? Oui, il y a plusieurs rouleaux, donc c'est-à-dire Ouais. des parchemins cousus ensemble, qui étaient pliés au Moyen-Âge, et il y en a qui font 5, 3 mètres. Ou tu dois t'amuser aux archives quand tu dois sortir ça. Voilà, heureusement que je suis un peu tout seul le plus souvent en ce moment. Pour dérouler tout ça, c'est un petit peu... En fait, tu es en train de créer, et moi j'aime beaucoup cette idée, le côté de réseau documentaire. En fait, je vois vraiment ça comme une sorte d'arbre généalogique, où tu as 1 ou 2 documents à l'origine, et à force d'être copiés, hop, on voit des ramifications. Est-ce que c'est un peu ça ton travail? Oui, c'est ça, et c'est pour ça qu'on avait choisi pour le titre de la thèse l'expression de réseau documentaire qu'emploie Paul Bertrand, pour montrer justement que les archives ne sont pas quelque chose de statique, mais au contraire qu'ils fonctionnent vraiment
La métaphore que tu utilises de l'arbre généalogique est vraiment très bonne, mais vraiment en lien en fait. Et justement, l'impression qu'on a quand on va aux archives, puisque tout est classé par des archivistes essentiellement du 18e ou même de maintenant, donc tout est séparé, isolé, et justement un peu mon job, c'est de tout remettre en place, de voir comment tout ça fonctionnait, était conservé concrètement. De recontextualiser en fait. De recontextualiser, c'est ça. Oh, moi j'aime bien quand on parle de ça, j'aime bien quand on parle des archives. Et donc là, tu as commencé ta thèse il y a quelques temps. À quoi tu as consacré ces derniers mois ? Alors là justement, donc j'en suis vraiment au tout début. Donc j'essaye de quantifier un peu déjà la masse, puisque au début j'avais pas trop d'idées, je savais qu'il y avait ces 7 cartulaires, mais d'un point de vue précis je savais pas. Donc là j'essaye de quantifier, puis j'essaye un peu de m'immerger là donc dedans dans cette masse. Je t'imagine t'immerger au milieu de parchemins. Oui, c'est un peu ça. Là on est dans une piscine et il faut essayer de garder la tête hors de l'eau. Donc je prends déjà les cartulaires, j'essaye d'analyser, de faire une analyse qu'on appelle une analyse codicologique, c'est-à-dire... Oui, j'adore la codicologie. Étudier les supports, utiliser si c'est du parchemin, du papier, essayer de voir l'organisation interne, parce qu'il y a plusieurs auteurs, plusieurs mains. Et en fait, ce travail, ça permet d'avoir des indications sur qui était l'auteur, et ça donne déjà des indications sur les fonctions des documents. C'est vraiment un travail d'histoire sociale aussi, c'est de voir comment ces documents étaient mobilisés. Là, pour l'instant, tu travailles du coup plus sur la forme que sur le fond. Oui, voilà, je regarde les notes dorsales. En plus de ces cartulaires, je regarde aussi les autres documents du fond. Et je regarde notamment, donc j'ouvre des cartons tout simplement, sans savoir ce qu'il y a dedans. Et j'essaye un peu de recenser les formes. Eh bien, est-ce qu'il y a des rouleaux ? Est-ce qu'il y a des registres de comptes ? Est-ce qu'il y a des... Voilà, donc c'est la forme que j'utilise. C'est un peu fou de se dire qu'il y a des cartons dans les archives où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, on sait de manière sommaire ce qu'il y a dedans, parce que pour le cadre, en tout cas, de Reims et du chapitre, il y a eu des inventaires qui ont été faits par des archivistes, notamment au 19e. Et donc, il y a des cahiers où ils recensent par carton en disant, voilà, il y a telle chose, c'est daté. Mais il y a quand même un écart, puisqu'ils fonctionnaient avec une vision du 19e, une vision de l'histoire particulière. Et justement, cette conception-là de prendre les documents non plus comme des seuls réservoirs d'informations, sur un tel et tel aspect de la société, mais comme des objets d'étude en tant que tels. C'est un raisonnement qui est nouveau, qui date des années 70. Et donc, il faut parfois aller voir soi-même, parce que du coup, par exemple, les inventaires ne mentionnaient pas le fait qu'il y avait des rouleaux. Ils mettaient un parchemin, sauf qu'en fait, un parchemin et 3 mètres ou 5 mètres, ce n'est pas la même chose. Ah oui, mais... en plus, comment... Ouais, bon, là, on va trop loin, mais je m'imagine, mais comment on conserve tout ça ? Faudra qu'on en parle un jour dans un épisode, mais... j'aimerais bien faire un jour un épisode dans des archives. Je dis ça comme ça, mais j'aimerais bien. Je sais que pour Reims, il y a à peu près, en tout cas pour les archives départementales, parce qu'il y a aussi les archives municipales, donc là qui concernent plus la ville. Mais les archives départementales, ils ont environ 17 km de linéaire pour... Quoi ? Comment ça, c'est dire quoi ça ? C'est-à-dire qu'en gros, il y a 17 km de surface, d'étagement pour garder les cartons d'archives, pour les stocker. Oui, le bâtiment ne fait pas 17 km, mais en étagère, si on veut. Ouais, c'est-à-dire que si on prend toute la longueur, enfin la largeur des bibliothèques, où sont posées les choses... Mais c'est énorme. Bon, j'ai jamais vu les coulisses des archives, puisqu'on commande la pièce et ils vont la chercher. Mais un jour, j'aimerais bien faire entendre ça. Si quelqu'un qui nous écoute travaille dans un centre d'archives et serait d'accord pour que je vienne enregistrer, sachant qu'en plus, moi, je fais que de l'audio. Donc, au niveau droit d'image, on est tranquille. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Moi, ça m'intéresserait bien. Bon, alors, Lucas, on arrive un petit peu à la fin de cet épisode. Mais déjà, est-ce que tu aurais des conseils de lecture, dans le cas de livres général, pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur la justice ou sur Reims ? Oui, alors, en ce qui concerne la justice, vraiment, les livres incontournables, c'est les livres de Claude Gauvin. On l'a cité plein de fois, mais c'est vrai que c'est une référence. C'est une référence, c'est celle qui a un peu révolutionné l'histoire de la justice. Donc, sa thèse, ou alors... le livre qui s'appelle « Violence et ordre public au Moyen-Âge », publié en 2005. C'est un très bon manuel qui rassemble un certain nombre d'articles et donc ça donne une vision très claire, très pédagogique de la violence et de la justice au Moyen-Âge. Et puis pour Reims, là, les travaux fondamentaux, c'est ceux de Patrick Demouy, qui est incontournable, qui est le spécialiste notamment de la cathédrale, et un livre qui peut être utile parce qu'il en a fait beaucoup. D'ailleurs, c'est un livre qui est dirigé par lui, mais il y a d'autres historiens qui y ont contribué. C'est Reims, ville, métropole et d'histoire. Ça fait le point sur des dizaines d'années de recherche sur Reims. Je mettrai toutes ces références sur le site si les personnes veulent en savoir plus, et même on mettra encore d'autres choses. Et pour finir, Lucas, j'ai une dernière question qui est un petit peu rituelle dans ce podcast. Lucas, quel conseil
est-ce que tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait étudier la justice au Moyen-Âge? Je lui donnerais comme conseil de s'accrocher, d'être curieux, parce que les archives judiciaires peuvent un peu avoir comme caractéristique d'être assez sèches, il n'y a pas trop de détails, pas trop de récits. Mais vraiment, c'est absolument formidable pour comprendre la société médiévale. Vous avez rien graillé? Non, j'ai la gerbe. Hein? Parce qu'il se passe aujourd'hui, il y a une odeur sur tout le domaine. C'est immonde. Une odeur? Sans rien, moi. Vous n'étiez pas en séance de justice, vous, ce matin? Si. Eh ben... C'est fini? Ah, toujours pas de condamnés? Si, tous. Ceux-là, puis ceux de la dernière fois, j'étais pas dans mon assiette. J'ai fait un blot pour le lot. Hop, tous cramés. Vous en avez cramé combien? 44. Hein. 44? Mais vous êtes cintrés! 43, exactement. Parce que le voleur de notre poire, je l'ai coupé en dés et j'ai donné à bouffer à des porcs. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur Reims à l'époque médiévale, sur comment la justice était rendue à Reims, et même vous en savez plus sur le chapitre de la cathédrale de Reims. Donc merci beaucoup Lucas Flandre et bonne continuation pour la suite de ta thèse. Eh ben merci beaucoup, merci à toi. Et pour les auditeurs et auditrices, donc je l'ai dit, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, allez voir sur le site passionmédiéviste.fr, on mettra donc des références, peut-être on mettra des photos de manuscrits si vous voulez voir à quoi ça ressemble, et donc les conseils de lecture. Et n'hésitez pas, si le Moyen-Âge vous intéresse, si vous venez de découvrir ce podcast, si c'est le premier épisode que vous écoutez, eh bien ça tombe bien, j'ai fait beaucoup d'épisodes sur le Moyen-Âge, sous plein d'angles différents, donc allez écouter tout ça. Et j'en profite aussi pour dire que j'ai aussi 2 autres podcasts sur l'histoire. Donc on a Passion moderniste où je vous fais explorer donc l'histoire moderne entre les années 1500 et 1800. C'est un peu en gros de la Renaissance jusqu'à la Révolution française. Donc ça c'est pour Passion moderniste. Et maintenant j'ai un petit bébé qui existe depuis quelques mois qui s'appelle Passion antiquité. Antiquité avec un S parce que j'ai envie de vous faire explorer toutes les antiquités différentes dans ce podcast. Voilà, vous pouvez les retrouver là où vous écoutez ce podcast. Il y aura aussi ces autres podcasts. Parlez de ce podcast autour de vous, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, bon bien sûr, mais même à votre, votre meilleur ami, votre tante, votre voisin, votre copine de cantine, je sais pas. Et si vous voulez peut-être me soutenir de façon financière et donc m'aider à développer encore plus de podcasts, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Et ce mois-ci, vous vous en doutez, j'ai encore plein de personnes à remercier. Alors pour commencer, je veux remercier Adeline, Élise, Vincent et Damien, alias Erlandur. Mais je veux aussi remercier Ilona, Sacha, Théo, Thomas, les malentendus, Zoé, Claire, François, Camille, Jean-Nicolas, Léna et Aurélie. Et je remercie aussi Jonathan pour le montage, Dean pour l'illustration et Clément pour le générique. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, nous allons nous rendre dans le sud de la France. Pas loin de la frontière italienne, nous allons parler de Nice au Moyen-Âge. Salut!